Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Aimez-vous comme vous êtes. Vous n'avez pas à changer pour qui que ce soit. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Les échecs d'aujourd'hui sont vos leçons de demain. Fake it until you make it. I don't chase, I attract. Si des personnes partent, c'est qu'elles n'étaient pas faites pour rester près de vous, ne leur courez pas après. Laissez le karma se charger du reste. Qui n'a pas déjà entendu au moins une fois l'une de ces phrases, si ce n'est toutes? Ces phrases qu'on entend tous les jours à travers les réseaux sociaux ou qu'on lit dans les livres de développement personnel ultra positifs et qui sont devenues avec le temps de véritables injonctions au bonheur et à l'acceptation de soi. Mais à qui ça a permis tout ça véritablement, de manière durable là, de tirer un trait définitif sur tout le manque d'amour qu'on peut ressentir pour nous-mêmes, pour les autres parfois avec qui c'est difficile d'entretenir des relations saines, durables. Moi je les ai lus ces livres, je les ai vus ces vidéos, et pour autant, je me suis jamais sentie aussi nulle, et surtout aussi seule. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. À tout vous dire, je l'ai écrite. Ou plutôt, j'ai tenté de le faire. Parce qu'en fait, quand beaucoup de pensées se bousculent dans nos cerveaux, on peut vite avoir le sentiment de couler tranquillement ou abruptement sous leur poids. Et de n'avoir aucune prise possible pour échapper au tumulte de leur flot. Oui, je me prends pour Gustave Flaubert. En ce moment, je lis beaucoup, donc vous allez endurer ça quelques secondes avec moi, DSL. Le truc, en fait, je crois, c'est qu'on oublie trop souvent que passer par l'écrit, ça nous permet de remettre de l'ordre dans tout ce bazar. Vous savez, quand on se dit « Ah, ok, ça pue vraiment la merde !» je vais mettre toute cette merde par écrit pour voir à quoi elle ressemble. Et que d'un coup, contre toute attente, on se rend compte que ça nous prend pas tant de temps que ça. Ni autant de place qu'on aurait pu le croire. Parce que notre cerveau, il est si vaste, qui donne l'impression que ces mots, en fait, peuvent s'étendre à l'infini, et donc nous bouffer à l'infini. Alors que l'encre de nos stylos, elle, semble miraculeusement, magiquement, pouvoir les contenir d'un coup, les rendant plus petits. Grâce à ça, on peut même comprendre comment ils s'entremêlent nos mots, comment ils s'alimentent, comment ils s'illusionnent d'être seuls, alors qu'en vérité, ils ont besoin de coexister en permanence pour nous faire croire qu'ils sont plus forts que nous. Alors moi, je suis passée par les mots. Parce que les miens, ils me saoulaient et ils faisaient trop les malins. Je me suis dit que, quitte à causer, on aurait une discussion franche de feuilles à face. Et c'est ainsi qu'est née cette vidéo. Enfin, pas tout à fait. Il y a surtout eu Maxime. Maxime, je pourrais en parler pendant des heures. Je l'ai tellement écouté, je l'ai tellement lu que j'ai l'impression que c'est comme un grand copain. Maxime, il m'a tellement aidé sans le savoir. Parce qu'il est venu là, et il a extirpé cette souffrance, et il m'a montré quoi en faire. En me disant qu'il n'avait pas la solution magique, que d'ailleurs c'était pas forcément la bonne, qu'il en existait très certainement d'autres, mais que c'était la sienne. Et que son but c'était pas que j'aille bien du jour au lendemain, parce que c'était pas possible, mais que j'aille mieux. Maxime, il m'a dit que le changement, il fallait que ça prenne du temps. Et il m'a aussi dit en même temps que c'était pas nécessaire en fait de vouloir changer, d'avoir besoin de changer. Que d'ailleurs, plus on pensait à changer, moins on le faisait. Maxime, il m'a dit qu'on n'avait pas conscience à plus de la moitié de la personne qu'on était. Et que personne ne le pouvait d'ailleurs. Parce que notre conscience, pour nous protéger, elle passe son temps à occulter consciemment tout ça pour nous. Pour nous éviter de faire face à tous nos défauts, toutes nos failles. Parce qu'en fait, on se détesterait en permanence. Vous savez, ces défauts et ces failles qui nous irritent quand quelqu'un d'autre que nous les fait remarquer. Et parce que contrairement à ce que le développement personnel ultra positif voudrait vous faire croire, nous faire croire, non, on peut pas juste capitaliser sur ce qui va. Le négatif nous obsède toujours plus que le positif. C'est pour ça d'ailleurs que dans une journée où tout va bien, il suffira d'un mauvais regard, d'un mauvais acte, d'une mauvaise parole, surtout de quelqu'un que vous estimez et que vous aimez, pour tout bouleverser. Et pour vous faire ressasser jusqu'à l'heure du coucher, voire après. Parce que voilà, la douleur, elle ne s'occulte pas, elle doit se vivre. Parce que si elle est refoulée, elle va juste vous revenir dans la gueule 10 ans plus tard, comme ça, d'un coup, par magie, dans toutes les relations que vous entretiendrez et surtout dans la manière dont vous vous percevrez vous-même. Et moi, c'est un peu tout ça qui s'est passé. Enfin non, c'est carrément ce qui s'est passé en fait. Pendant des années, je me suis dit que j'allais pas si mal. Enfin, surtout que j'avais pas le droit de penser ou de croire au fait que je pouvais aller si mal. Pendant des années, je me suis dit que j'avais de la chance,
que rien de grave ne m'était arrivé, contrairement à d'autres, que j'étais juste une géniarde, une pleureuse, une gamine qui chouinait en permanence pour avoir de l'attention. Que je m'inventais des problèmes en fait pour avoir le sentiment d'exister. Parce que, mais quand on souffre, qu'est-ce qu'on existe? On écrit plus quand on souffre. On est plus lyrique quand on souffre. Regardez Adèle, Olivia Rodrigo, leur meilleure chanson. D'un coup, on est quelqu'un quand on souffre. D'un coup, on arrive devant les gens et on est vu. On s'impose même. Ils n'ont plus le choix que de nous regarder. Parce qu'en fait, on nous a pas appris à faire autrement. Par contre, on nous fait taire quand on essaie de comprendre comment le faire à tâtons. Et puis à ce moment-là, on finit par se détester, à travers le regard des autres, qu'on se voit insupporter. On finit par redouter leurs mots secs, leurs visages qui se renferment et qui nous prennent de haut, médisant toute cette immaturité qui gronde en nous et qui nous fait agir ainsi. Et puis d'un coup, on finit par se dire, dans un soubresaut de survie d'estime de soi, que c'est peut-être eux après tout le problème. Que nous, on n'a rien fait de mal. Que si on n'a pas eu de matière à être légitime à souffrir, pourquoi soudainement on en aurait eu à faire souffrir les autres? Et puis les réseaux, de toute manière, ils disent que j'ai raison. Les réseaux, ils disent qu'il faut que je pense plus à moi, que je suis importante, que je dois l'être pour moi, avant tout. Et devant tout le monde, que je ne dois pas chercher la validation d'autrui, qu'il n'était personne pour juger de la qualité de ce que ma personne pouvait être, mais que moi je pouvais les condamner s'ils essayaient de le faire. Voilà. Parce qu'au fond, ça les arrange de m'accabler, eux. Hein? Ça leur permet de ne pas se regarder, de ne pas faire face à ce qu'ils sont et qui posent problème, et que moi j'accepte en permanence, et que moi je tente de comprendre en permanence. Eux, quand essayent-ils vraiment de me comprendre? Jamais. Peut-être parce que j'en vaux pas le coup. Ils semblent toujours être plus compréhensifs pour les autres. Je crois que j'aimerais bien être les autres. En fait, parfois je me dis que juste pas être moi, ce serait bien. Je me dis qu'il n'y a plus rien à sauver. Que les rares choses que j'aimais un temps dans ma personne, elles suffisent plus. De toute manière, je sais même pas si c'était les choses les plus authentiques en moi. Je crois que dans le fond, je suis juste pourrie et que j'ai travaillé pendant longtemps des aspects de moi pour que les gens ne le voient pas trop vite. Mais ils finiront forcément par le voir et ils seront déçus. Au final, pourquoi j'essaierai de les comprendre? Je suis pas sûre de savoir qui je suis. Enfin, je suis même pas sûre de vouloir le savoir. Tout ça, c'est ce que je me suis dit pendant longtemps. J'y pensais ça souvent. Je me suis dit que ça pouvait aller mieux, parfois. Je me suis empêchée d'écrire tout ce que je suis en train de vous dire. Tout le temps. Qu'il ne fallait pas être brouillonne, en fait, avec des choses aussi fortes. Qu'il ne fallait pas prendre à la légère la souffrance, surtout celle des autres. Qu'il fallait pas chercher à la théâtraliser. Je me suis dit que j'en parlerais donc à quelqu'un. Bon, j'ai commencé à voir une psy, il y a 1 an. Pour mieux comprendre les autres, pour apprendre à mieux interagir avec, pour moins me détester, de ne pas être aussi cool qu'eux, aussi chill qu'eux, aussi détente. Bon, vous avez compris. Mais je comprenais pas. Les séances passant, je comprenais de moins en moins les gens, en fait. Je faisais de plus en plus n'importe quoi avec, et je m'appréciais de moins en moins, alors que je pensais que c'était impossible de m'apprécier encore moins que c'était le cas. J'ai fini par écrire pendant un voyage avec des amis fin de l'été que j'étais peut-être née comme ça, pour pas comprendre comment faire. Que peu importe le nombre de mes lectures ou de mes séances psy, je ne le saurai jamais. Et tout ça, il a juste fallu que je l'écrive. Pour le voir. Pour vraiment le voir. Dans tout ce que je racontais, en fait, tout était lié aux autres. Pour les autres. Mais est-ce que j'avais vraiment essayé de voir les choses avec mes propres yeux à moi, dépourvu de tous les stigmates sociaux auxquels visiblement je ne collais pas? Un peu de temps après ça, j'ai vu une vidéo d'Arte dans mon accueil YouTube. Pourquoi se dispute-t-on avec les gens qu'on aime? Je crois que c'était même comment mieux s'engueuler. Ça m'a interpellée et j'ai cliqué. C'est comme ça que j'ai connu Maxime. Maxime, c'est un philosophe français qui a parlé de la souffrance. Chez nous, chez les autres, et de comment on se la foutait dans la gueule en permanence parce qu'elle était trop difficile à vivre, à gérer. Comment on a besoin d'avoir un bouc émissaire, comment on a besoin de trouver un fautif, comment ça peut être facile de le trouver chez les autres, et surtout chez soi. Alors, j'ai fini par lire son livre, j'ai pas tout compris, mais j'ai plus ou moins tout ressenti.
Il parle de comment notre propre sensibilité peut autant nous accabler que les tensions qui s'accumulent sur nos épaules. Il explique ce que représente la liberté de changer contre l'emprisonnement de ne voir en dehors de soi. Et il nous dit aussi qu'on n'est pas forcé de le faire. Qu'en fait, changer, on le fait tous les jours, tous et toutes, sans s'en rendre compte, en permanence. Que résister au changement, c'était souffrir, parce qu'il était inhérent à notre nature d'humain. Que changer, c'était vivre, et plus survivre. C'était ne plus essayer à s'essouffler en tentant coûte que coûte de tenir la tête hors de l'eau, mais abdiquer de se mettre sur le dos pour partir en planche et se laisser porter jusqu'à une autre rive, même si c'était pas celle d'où l'on venait même. Maxime, il m'a agacé à me faire comprendre qu'il n'y avait pas de fautif, ni chez les autres et encore moins nous-mêmes. Que mal réagir à ceux qui exultent la souffrance, dont nous-mêmes, c'était se condamner à ce que la souffrance perdure. Parce que quoi de pire que quelqu'un qui refuse d'écouter ce qui cause du mal? C'est comme dire que ça n'existe pas. Il m'a soulagé à me faire comprendre que quand on souffre ou qu'on fait souffrir, il n'y a aucune question de morale, sinon de rejeter cette douleur. Il était peut-être temps de ne plus se voir ni victime, ni défenseur, ni juge, mais juste auditeur de tout ça. Maxime, il m'a rappelé qu'il était peut-être temps de me pardonner autant que de pardonner les autres. Que pardonner, ça ne voulait pas dire que tout était oublié et que la souffrance n'avait jamais existé, mais qu'en tant que ce qu'elle était et qui perdurait en moi, elle m'étouffait et m'empêchait d'avancer. Il m'a montré comment se montrer vulnérable et à quel point c'était plus important que de prononcer des excuses auxquelles on ne croit pas. Qu'il vaut mieux dire un « je ne comprends pas » plutôt qu'un « oui désolé, je m'excuse » pour que la souffrance s'arrête. Il m'a fait faire la paix avec le fait que nous étions en réalité tous vulnérables en permanence et que c'est d'ailleurs ce qui nous faisait peur et ce qu'on tentait le plus souvent à cacher derrière un mot méchant, une attitude cinglante. Il m'a fait faire la paix avec le fait que si nous étions plus francs avec ça, sans percevoir cette partie de notre humanité comme une faiblesse négative, nous serions plus empathiques, plus à l'écoute et écoutés, plus préservés, plus choyés, plus heureux. Il m'a montré à quel point tout ne s'expliquait pas, à quel point tout n'avait pas à être expliqué, autant chez moi que chez les autres, surtout les défauts, qu'il n'y avait pas à en avoir honte, ni à s'en contenter avec orgueil. Je suis comme ça, t'aimes pas, je changerai pas. Parce qu'en fait, c'est ces parts d'ombre qui font apparaître la lumière. Elles sont le contraste parfait pour les faire exister. Alors, ne soyons pas pressés de tout faire pour ne plus se sentir nuls. Mais commençons par intégrer que de 1, ce n'est pas vrai. Et que de 2, s'acheminer vers la sagesse ne demande pas plus d'efforts que l'on en fait déjà. Comprenons que pour changer vers le mieux, il y a moins besoin d'efforts que d'attention. Rendons-nous libres à nouveau et ne cessons jamais de définir et de redéfinir, autant que bon nous semble, cette liberté-là. Laissons la vie entrer à ce point en nous qu'on n'ait pas d'autre choix que d'improviser et qu'à la fin, nous saluions tête baissée en nous disant au moins j'ai eu le mérite d'essayer.